Dans l'actualité de ce mardi 23 juin 2020, améliorer la situation de la veuve, thème principal de la journée internationale de la veuve célébrée ce jour au Gabon. Que dire aujourd'hui des avancées sur cette problématique? La réponse sera donc dans le dossier de la rédaction consacré sur cette journée. Licenciés pour des raisons économiques, il y a de cela 3 ans, les déflatés de l'agence gabonaise de presse ne sont pas toujours en possession de leurs droits ni de leurs arriérés de salaire. Reçus par le ministre d'État, ministre de la Communication, Edgar Alissé Boubou-Miyakou, ils ont longuement abordé cette question. Et puis, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, à l'intérieur du pays, plus précisément à Franceville, dans la province du Haut-Togo, une bande de malfrats arrêtés. Elle semait la terreur dans la ville. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Journée internationale de la veuve célébrée le 23 juin de chaque année. Pour cette année 2020, le contexte est assez particulier avec la pandémie de la Covid-19. Occasion donc pour les responsables de la Direction générale de la protection de la veuve et de l'orphelin, du ministère notamment des Solidarités nationales, de revenir sur cette question. Le point avec Cyril Bertrand Galeko et Michel John Boudéa. Cette journée née sous l'impulsion de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, s'inscrit dans son engagement pour la protection et la promotion des droits des personnes fragilisées. Célébrée depuis 2011, cette année, la journée mondiale des veuves a eu lieu alors que le nombre des décès dus au coronavirus ne cesse d'augmenter, surtout chez les hommes. Une occasion de cerner également l'avenir des veuves, oubliées souvent après la disparition de leur conjoint. Depuis 2011, où nous avons commencé à célébrer la première édition de cette journée, nous avons mis en œuvre beaucoup de choses, en particulier des textes qui régissent la protection des droits des femmes, pour leur faire rappeler et leur faire comprendre qu'elles ont des droits et que ces droits ne doivent pas être violés. Si leur nombre n'est pas exhaustif, il existe aussi des filets de soutien aux besoins immédiats des veuves au sein du ministère des Solidarités nationales. Nous recevons près de 200 veuves par année au sein de la Direction générale dont nous avons la charge. 200 veuves, ce n'est pas petit. Et 200 veuves, ce que nous arrivons à faire avec ces veuves, c'est les accompagner depuis lorsqu'elles viennent chez nous, jusqu'à ce qu'elles puissent obtenir gain de cause. Nous avons au sein de notre ministère des filets sociaux qui sont mis en place pour accompagner ces veuves jusqu'à ce qu'elles puissent obtenir leur gain de cause. Une journée au cours de laquelle le secrétaire général des Nations Unies a appelé, je cite, au renforcement des communautés, à la valorisation des familles et à la reconstruction des sociétés qui soutiennent des veuves dans toute leur diversité. Notons que plusieurs sensibilisations ont donc été initiées sur le terrain. Aujourd'hui, quelles sont les avancées, notamment sur les droits des veuves? La réponse dans ce reportage de Stevie Oyan-Mesui sur les images de Michel John Boudéa. Nous avons un défi. La loi de 96 aux finances là-bas dit que pour que le mariage produise des effets, il faut que le mariage ait duré 2 ans. Or, le Code civil dit qu'on peut marier quelqu'un sur le lit d'agonie. C'est-à-dire que quand quelqu'un se sent sa mort venir et qu'il est resté en concubinat pendant des années, parce que c'est souvent des vieilles relations, mais on ne sait pas pourquoi ils ont attendu pour légaliser l'union. La loi dit que ce mariage est légal, parce que là, on enlève même les exceptions. On n'a pas besoin de l'autorisation du président du tribunal. On n'a pas besoin de publication des bancs parce que c'est rapide. L'officier d'état civil vient là, à l'hôpital ou à la maison et célèbre le mariage. Il est légal. Alors, à quoi sert ce mariage si on dit qu'il faut que le mariage ait une validité légale de 2 ans? Nous disons que c'est une violation flagrante de la loi. Et vous trouvez ce texte à la fonction publique, vous le trouvez à la CNSS. Voilà, vous venez plutôt de suivre l'interview que Mme Honorine Nzebitege nous a accordée sur les défis, notamment ce qui concerne les droits de la veuve. Alors, je le disais tout à l'heure, sur le terrain, plusieurs sensibilisations ont donc été menées concernant les droits des veuves. Quelles sont aujourd'hui les avancées sur cette question? On suit le reportage de Stevie Oyan-Mesui sur les images de Michel John Boudéa.
Si l'on peut parler de la célébration de la 10e édition de la Journée des Veuves aujourd'hui, c'est bien parce que la première dame du Gabon en a fait un cheval de bataille. Des combats soldés en 2015 par la promulgation d'une loi qui protège non pas la veuve et l'orphelin, mais le conjoint survivant. Quels sont, selon le texte de 2015, les héritiers légaux? Ce sont les enfants, là où les femmes, parce que la polygamie est toujours dans le code civil, le père et la mère du défunt, s'ils sont encore en vie. La loi étant pourtant claire, pour ne pas dire très claire, certaines personnes s'aventurent encore à la contourner, au mépris des sanctions pénales qui en découlent. Si un homme reconnaît un enfant fait hors mariage, cet enfant est légitime. Qu'est-ce que les parents font? Ils contournent, ils passent par ces enfants-là pour emmerder la veuve, pour emmerder les enfants légitimes. De facto, les successeurs légaux sont connus, mais il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être dessaisis de leurs droits. Si les enfants ont été méchants vis-à-vis de leur père ou de leur mère décédée, et si c'est établi, même si on vous a déjà donné une maison ou une voiture ou un bateau, et si on vous déclare indigne à succéder, vous sortez de la succession. Si l'on se réfère au texte de 89, où l'on tenait compte du conseil de famille en matière de droit successoral, on est bien loin de cette époque, toute chose qui illustre les avancées significatives. Honorine Ndibitege dit que beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste encore à faire, comme le souligne Stevie Oyan. Eh bien, la succession également, quelque part quelle part aujourd'hui pour le conjoint survivant, et que dit réellement la loi sur le logement familial? Ce droit est-il un acquis? La réponse dans ce reportage de Betty Nzembe, Michel John Boudir. La succession de droit de la veuve, une problématique souvent difficile à dénouer lorsque l'époux vient à décéder. Le conjoint survivant hérite de tout à l'exception des biens que le défunt a obtenus par succession de ses ascendants. Selon la loi, la succession donne droit à la protection de la veuve ainsi qu'à la transmission du patrimoine concernant notamment le logement occupé au jour du décès de l'époux. Souvent, les gens se marient selon la communauté des biens réduite aux acquêts. Ce qui veut dire que les gens passent leur vie à bâtir des choses ensemble. Mieux, il y a des couples qui ont des comptes joints. Avant de penser à inventorier les biens de la personne qui est décédée, il faut déjà procéder à la répartition, donc liquider la communauté. S'ils ont un compte commun, il faut se rapprocher des banquiers et obtenir la séparation des comptes, c'est-à-dire jusqu'à tel niveau d'argent appartient à l'époux parti ou à la femme qui est partie et ce qui reste c'est pour l'époux. Il faut d'abord liquider et la succession portera sur la part qui revient au conjoint qui est décédé. Dans tous les cas, le conjoint survivant a le droit d'habitation sur le logement occupé à titre de résidence principale si les deux conjoints ont investi ensemble. Toutefois, la part d'héritage du conjoint est égale au quart des biens en pleine propriété lorsque le défunt a eu des enfants hors mariage. Voilà clos donc ce dossier de la rédaction axé notamment sur la journée internationale des veuves. La problématique liée notamment à la question de la dépénalisation de l'homosexualité fait actuellement couler beaucoup d'encre et d'autant plus qu'elle est importante et cela demande donc un point de vue de chacun d'entre nous. Eh bien, la rédaction de Gabon Première a tendu son micro à l'homme de la rue, suivant les avis qui sont ici diversifiés. Les riverains sont au micro de Candy Mekui et de Michel John Boudéa. Maman, automatiquement, je suis contre. On ne peut pas valoriser, bien accepter que dans notre pays, le Gabon puisse accepter l'homosexualité, c'est impossible. Un homme, il doit avoir une femme et pour former une famille et avoir des enfants. La quoi? La dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Vous êtes pour ou contre? On a dépénalisé ça. Moi, je ne suis pas au courant. Hein. Je suis même contre ça. Bon. L'homosexualité, ça veut dire quoi? Si depuis la nuit des temps, il y avait l'homosexualité, le monde n'existerait plus. Hein? Donc, moi, je suis contre ça.
Je suis contre la dépénalisation parce que le fait de dépénaliser ce fait va encourager les personnes à s'y lancer. C'est pas de nos us et coutumes et c'est pas bon pour c'est contre nature. Alors que le fait de garder la loi, l'amende et le temps de prison devait aider les gens à craindre la chose, on va dire quoi, se cacher. J'ai lu ça hier et tout, je suis pas d'accord. Pour moi, je pense qu'on doit les condamner parce que dans notre société africaine, ça ne fait pas partie de nos mœurs. Et moi, je pense que c'est très gênant d'avoir ce genre de comportement dans le pays. Sensibiliser. Et ceux qui sont mieux placés sont des pasteurs, des exorcistes en fait. Pour moi, c'est des gens qui sont malades. Et les seuls médecins, ce sont les pasteurs et les prêtres. C'est mon humble avis. Voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelque temps. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions d'information. C'est depuis le mois de décembre 2017 que certains agents de l'agence gabonaise de presse ont été licenciés, et cela pour des raisons économiques. Ils ont donc été reçus cet après-midi par le ministre d'État, ministre de la Communication, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou. Et bien le paiement de leurs droits ainsi que leurs arriérés de salaire étaient donc à l'ordre du jour. Claude Boussoukou Matumba, Rodrigue Simangoy. Les déflatés de l'agence gabonaise de presse, licenciés depuis décembre 2017, rencontrent le patron de la communication. À ce jour, ils n'ont toujours pas perçu leurs droits légaux et arriérés de salaire. Difficile pour eux de joindre les deux bouts. C'est le calvaire depuis 3 ans déjà. Le ministre a promis faire un effort dans ce sens-là, et ce que nous découvrons également, c'est que c'est la première fois qu'il est informé plus ou moins de long en large sur cette situation. Le dossier relatif au règlement de ces droits serait actuellement sur la table du directeur général du budget et des finances publiques. Nous avons foi en ce que nous a dit le ministre. Nous pensons que une solution va être trouvée. Pour le ministre d'État Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, des solutions rapides doivent être trouvées afin de décompter la situation. Je peux vous rassurer que lors de l'élaboration de la loi de finances rectificative qui est actuellement devant le Parlement, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait insisté auprès du ministre de l'économie et des finances pour que toutes les situations d'ordre social soient régularisées. Une situation difficile à vivre. Les déflatés de l'agence gabonaise de presse ne demandent qu'au règlement de leurs dus. Vivement que le dossier aboutisse favorablement et que tout soit réglé très bientôt. Activité municipale à présent, le maire de la commune de Libreville, Léandre Zieux, s'est entretenu avec la représentante de l'Union européenne au Gabon. Eh bien, leurs échanges étaient axés notamment sur le financement des projets liés notamment à l'embellissement de la capitale Libreville. Le point avec Annick Ankassa et Adeline Abem-Andon. Le projet relatif au traitement des ordures ménagères de la collecte jusqu'à la transformation et celui lié à l'aménagement du front de mer ont trouvé avis favorable auprès des bailleurs de fonds. Il y a 2 projets qu'on avait discutés à l'époque en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique avec tout le bord de mer et la possibilité d'avoir des infrastructures plus résilientes. Et donc, on a échangé sur cela et aussi de la possibilité de le traitement des déchets, d'un projet aussi qui est en cours de négociation. L'Union européenne et la Banque européenne de développement résolument engagées à accompagner les responsables de la mairie de Libreville à atteindre les objectifs visant à embellir la capitale. Des projets, en effet, vont se réaliser. Ça va aussi concerner la ville de Libreville, évidemment les populations. On a déjà quelques projets qui ont été faits par l'Union et financés par l'Union européenne en ce qui concerne, par exemple, à Zangayong, il y a un projet d'assainissement. On a des projets qui sont pour la création d'emplois, qui sont aussi pour des jeunes. Il y a une grande pourcentage de jeunes à Libreville. On a signé l'année passée 5 millions d'euros. L'Union européenne et la Banque européenne de développement ont également la mission de soutenir les États dans la réalisation des projets concernant l'emploi, l'environnement et la santé.
Justement, en parlant de santé, la rubrique santé de cette édition d'information, l'automédication, une pratique souvent courante dans plusieurs ménages. Eh bien, dans ces ménages, au lieu de se rendre souvent dans les structures sanitaires pour un meilleur suivi, eh bien, les riverains ou souvent certains membres de la famille préfèrent faire de l'automédication. Les détails avec Aline Nzila. L'automédication, c'est une pratique courante chez les populations souffrant d'une pathologie quelconque. Il faut dire que l'automédication se définit par une prise de médicaments sans prescription médicale. Alors, c'est-à-dire que les patients eux-mêmes, ils vont prendre des médicaments dans des différentes officines et se traitent. Prendre un traitement sans prescription médicale est une habitude qui ne saurait être sans conséquence sur l'organisme. Il y a des organes nobles tels que le rein et le foie, mais il peut aussi avoir des éruptions cutanées, il peut aussi avoir des atteintes cardiaques. Mais généralement, c'est surtout le rein et le foie qui sont atteints. Ça peut entraîner la mort parce qu'il y a des patients qui peuvent aller même jusqu'au stade de la réanimation. Et il faut dire que cette tranche d'automédication fait ressortir le terme de pharmacovigilance qui informe sur les différents risques des effets secondaires des produits consommés. Acte à proscrire, l'automédication en période de crise sanitaire peut être un facteur d'aggravation en cas d'infection au coronavirus. Dire aux patients qu'il faut savoir que les médicaments ont beaucoup d'effets secondaires et qu'on ne maîtrise pas souvent comment peut évoluer la prise de ces médicaments. Donc le mieux, c'est de consulter un médecin ou d'aller dans une structure médicale la plus proche pour qu'il soit pris en charge de façon normale et précise. La prise de médicaments dans le cas des symptômes relatifs à l'infection au Covid-19 ou toute autre maladie devrait faire l'objet d'un encadrement par le personnel soignant. Avec le coronavirus, eh bien, c'est chaque jour que les Librevillois se rendent dans les centres de dépistage de la Covid-19. Les volontaires évoquent notamment différentes raisons qui les motivent à connaître leur état de santé dans ce contexte de crise sanitaire. Un constat fait par Dimitri Abonneur. Les images sont de Thierry Mandaka. Centre de santé de Glace, dans le 4e arrondissement de Libreville, la structure hospitalière de proximité a été retenue pour accueillir les volontaires au dépistage de la Covid-19. On prend parfois le transport en commun, on ne sait pas ce qu'on touche. Quand on va à l'épicerie ou dans les magasins, on touche de l'argent. Donc on ne sait pas, on peut être exposé, surtout que c'est un virus qui s'accroche à tout. Donc du coup, on a réfléchi, et puis il y a une épidémie de grippe en ce moment. Donc on s'est dit que pourquoi ne pas venir vérifier si nous nous portons bien. Moi je vais du principe qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Hein. Il va de soi que pour un chef de famille que je suis, on parle de cette affaire de Corona, ce n'est pas de la blague. C'est ce qui a motivé à ce que j'amène ma petite famille pour qu'on vienne se faire dépister. Une salle interdite aux personnes étrangères au service sert de laboratoire pour les prélèvements. Nous disposons de tout le matériel, de tout l'équipement nécessaire, de manière à pouvoir prélever de manière efficace et sans risque, et de manière sécuritaire tous les patients Covid-19. Une fois prélevés, les échantillons sont acheminés au laboratoire Professeur Gayouma du Palais des Sports. 72 heures au plus et les volontaires sont fixés sur leur état de santé. Pour le moment, on est obligé d'appeler tout le monde. Parce qu'on n'a que parfois à chaque rendu de résultat 4 ou 5 positifs. Tous les centres de santé de la capitale offrent des prestations gratuites des tests. Les personnes porteuses du virus sont entièrement prises en charge par les hôpitaux publics. Petit tour à l'intérieur du pays au lendemain de l'annonce des premiers cas confirmés de Covid-19 à Makoko, dans la province de Logo-Evino. Eh bien, la coordination provinciale du COPIL a lancé une opération de distribution de bavettes, mais également de kits pour le lavage des mains aux auxiliaires de l'administration dans le canton Loli. Une activité menée notamment par les volontaires de la Croix-Rouge locale. Notre correspondant Benjamin Vinbiné nous donne plus de précisions. Il s'agit ici d'un des actes forts du plan de riposte mis en place par la coordination provinciale du COPIL sous l'autorité du patron d'administration Jivine, Jules Djeki, alors que 6 cas positifs au Covid-19 sont déclarés à Makoko. Ce don du ministre d'État, Alain-Claude Billy Binzé,
composé de 175 kits pour le lavage des mains et 2000 bavettes certifiées Aganor, fait à la structure provinciale du COPIL, est remis aux auxiliaires d'administration dans l'ensemble des villages et regroupement des villages du canton Tanloli avec en prime des brèves sensibilisations. Il faut bien dire que dans le Gouy-Vindo, nous enregistrons maintenant 6 cas. D'où il est très important pour nous de respecter les mesures barrières afin d'éviter la propagation de ce virus. Cette première activité de terrain aura impacté considérablement une vingtaine de villages et de regroupements des villages sur l'axe Makokou-Ntsenkele. Ce que nous avons donné comme explication aux populations, c'est que tout ce qui a été remis, hormis les mesures barrières, nous avons demandé aux populations de ne plus trop se déplacer vers la capitale provinciale pour faire des sorties qui ne sont pas nécessaires. Chaque famille a été repérée et dans chaque famille, on a demandé aux responsables uniquement de se déplacer pour faire des courses, les villages et les départements. Nous sommes en confinement partiel et ce confinement partiel, ça doit s'étendre sur les villages. Des consignes fermes ont été à cette occasion données aux populations locales. À charge pour chaque chef de village de distribuer les bavettes dans les ménages et relayer ainsi l'information reçue des volontaires de la Croix-Rouge. Pendant ce temps, à OIM, 3000 bavettes distribuées dans cette localité par les responsables des structures de base du Parti démocratique gabonais, occasion également de sensibiliser les populations sur l'importance du respect au quotidien des mesures liées à la pandémie de la Covid-19. Le reportage de notre correspondant et jeune Eko Gabon. Mis à part la distribution aux populations des bavettes, les responsables des structures de base du Parti démocratique gabonais ont saisi cette occasion pour exhorter les populations au respect scrupuleux des mesures barrières à la Covid-19. Cette première sortie, la population cible, ce sont les populations économiquement faibles. Nous sommes ici parce qu'il y a des populations ici à OIM qui ont du mal à se procurer d'une bavette. Et notre rôle est de les protéger. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour leur distribuer les bavettes. À la faveur d'une opération de distribution porte à porte, les bénéficiaires apprécient cette initiative. Très très content. Premièrement, on vous remercie beaucoup. Je sais que le président de la République dit souvent que une fois qu'il demande et de plus, on doit te donner de plus. Donc les gestes que vous venez de nous faire en comment être là, on vous remercie beaucoup. C'est une bonne geste que la présidente vient d'appeler nous faire dans notre quartier en Komayat. Dans votre classe politique, j'aimerais vraiment, je suis très content et ensemble avec tout le monde qui est autour de nous. Nous sommes vraiment tous contents. Puisque le fait d'avoir cette masque que nous avons, vraiment ça va nous aider vraiment dans cette pandémie de grande pandémie qui nous tue à l'heure actuelle. Les 3000 bavettes distribuées sur les 5000 attendues ont été confectionnées au centre de formation professionnelle Delphine Nguema de l'UFPDG au profit des couches sociales défavorisées sans distinction d'appartenance sociale. Et enfin, dans la province du Haut-Ogooué, ce coup de filet de la section de recherche du Haut-Ogooué, elle vient donc de mettre la main sur un groupe de malfrats. Il s'agit de la bande de Tanga Ketag, alias VIP. Jacob Mukwangi et Joël Adjaï. La bande Tanga Ketag, Wilfried Vianney, alias VIP, 31 ans, Kamenenge Cariton Wens, alias Tambolas, 28 ans, Mabioga Armel Mabouda, alias Pastore, 28 ans, tous gabonais, n'est plus libre. Tombés dans les mailles de filet de la section de recherche du Haut-Ogooué, les 3 présumés malfrats seraient coupables de la soustraction frauduleuse de plusieurs effets dans ce domicile du quartier Mingara dans le 4e arrondissement de la commune de Franceville. Je suis tout juste ici, c'est parce que nous avons commis une faute. Nous sommes allés perquisitionner la maison d'autrui, de Madame Joséphine. Nous sommes entrés à l'intérieur, mon petit et moi. Tambolas et moi, nous sommes allés, nous avons pris 15 pièces pagnes et un carton qui contenait 6 verres et un poste radio de marque Sharp. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, ce qui nous est poussé à bout, on ne sait pas. Fragilisé par ce coup, la victime s'en remet simplement à la justice. Ils sont entrés dans la grande maison, télévision, matelas, tout le living est vide, il y a la vaisselle, les marmites. En fait, ils ont fait un déménagement total de la maison. Je laisse au tribunal les agents faire leur travail. Je n'ai pas autre chose à dire là-dessus. Rappelons que cette interpellation
est intervenu après 2 vols, le premier courant décembre 2019 et le second en avril dernier. Retour à Libreville pour parler de ce conseil syndical qui vient de se tenir au sein de l'espace PME-PMI. 3 points étaient donc à l'ordre du jour, à savoir l'impact des heures de fermeture des boutiques, mais également des marchés, la suggestion de l'harmonisation des contrôles en une seule brigade et enfin l'aménagement du calendrier de recouvrement des taxes municipales. Le point avec Annick Ankassa. Nous avons organisé un conseil syndical, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation qui prévaut relative à la pandémie Covid-19, qui n'est pas restée sans avoir un impact sur les activités de nos syndiqués. Il s'est agi pour nous, n'est-ce pas, de regarder les heures, ou du moins l'impact que les heures de fermeture avaient sur les recettes de nos membres, car les charges sont constantes, mais les recettes ont diminué drastiquement. C'est un conseil syndical qui vient de mettre au goût du jour les questions d'assouplissement des mesures gouvernementales axées sur le prolongement de l'heure de fermeture des boutiques et des marchés, un horaire selon les commerçants inadapté pour la pratique de leurs activités. Nous demandons la prolongation des heures de fermeture des magasins et des commerçants. Ce premier objectif est directement lié au deuxième objectif qui est un aspect budgétaire. Parce que vous savez très bien que l'État ne peut fonctionner qu'à partir d'un budget. Donc à partir de cet instant, ceux qui participent à l'effort social budgétaire, c'est bel et bien l'opérateur économique qui est en base. Nous sommes à l'heure du coronavirus, qu'on ne peut pas négliger, on ne peut pas négliger ce point parce que c'est un point qui est lié aux questions hygiéniques. Une rencontre au cours de laquelle 6 centrales syndicales prenaient part. Ces dernières n'ont pas manqué de mettre un accent particulier sur l'aménagement des heures de couvre-feu afin de permettre aux uns et aux autres de faire leurs emplettes avant de regagner leur domicile. Ce communiqué du Sénat, eh bien, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs, membres notamment de la conférence des présidents, qu'une réunion aura lieu le mercredi 24 juin 2020, c'est-à-dire demain à 11 h dans la salle Jean-Hilaire Obam du palais Omar Bongo Ondimba. Et enfin, pour cette édition d'information, les usagers de la route qui mène notamment au lycée de Bikélé vivent un véritable calvaire avec la dégradation progressive de cette voie d'accès. Du coup, eh bien, les élèves, mais également l'ensemble des populations de cette zone parcourent cette bretelle avec difficulté. Ces derniers souhaitent donc que les autorités compétentes se penchent sur l'état de délabrement avancé de cette voie secondaire. Sur place à Bikélé, le constat est fait par nos reporters Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Une vue panoramique des PK qui renvoie le caractère fastueux de cette infrastructure routière. Peu après le rond-point du 12, en allant à Bikélé, la réalité est tout autre. L'itinéraire est parsemé d'embûches, eu égard à l'état de dégradation poussé de ce segment qui avoisine les 2 kilomètres. La route du lycée de Bikélé n'est pas praticable, surtout la saison de pluie. Les enfants ont des problèmes, même nous, même les villageois, la route n'est pas praticable parce qu'il n'y a pas d'issue. On se plaint, on attend la réaction de l'État parce que là, c'est pas vivable. Le marasme est latent pour les élèves du lycée public de Bikélé en période de cours. Un calvaire vécu au quotidien par les habitants de cette zone urbaine. Ça fait en sorte que les enfants n'apprennent pas, ça devient s'encomblant même, c'est même le pire. En plus, on ne sait pas quand est-ce que l'école va commencer. Les crevasses et flaques d'eau sont perceptibles tout au long du trajet. Une détérioration notoire qui occasionne la rareté des clans d'eau. Les clans d'eau ne rentrent pas ici. Pour avoir les clans d'eau, il faut proposer depuis là-bas ou bien pendant l'année scolaire, quand ils déposent les élèves, c'est là où on peut avoir les clans d'eau facilement. Si on peut nous aider à arranger la route, au moins pendant l'année scolaire, les élèves circulent bien, les clans d'eau rentrent tranquilles, sans problème. Les fissures et nids de poules imposent leur dictat aux automobilistes qui, pour parcourir cette voie, usent de roublardise. Car en saison des pluies, il est évident que les bourbiers se constituent sur ce sentier. Ici, au niveau de la route qui mène au lycée de Bikélé, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga.
Merci encore Henrik Bokoko et Victor Mundunga. C'est par ce stand-up que nous refermons cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Gabon Première, mais à 23h, Wivine Ovandon se fera le plaisir de vous informer. Je vous retrouve demain à 20h. Bonne soirée.